Pierre Schoench. Tout d'abord, et au nom du comité d'organisation du colloque Europe littéraire, création et médiation, nous voulons vous remercier, professeur Pierre Schoench, non seulement pour votre gentille disponibilité pour cette interview, mais aussi sa suggestion. Vous avez tout à fait raison, c'est bien plus agréable et on veut bien plus efficace, plus dynamique ce modèle, en plus dans le contexte d'un colloque en ligne auquel nous sommes contraints pour la raison connue par tous. Donc, mon collègue José Almeida et moi-même, nous aurons le rôle en quelque sorte de répondant. Même si nous ne connaissons pas encore le texte que vous nous enverrez pour la publication, nous avons pu lire d'autres textes à vous sur la perspective que vous nous avez proposée de travailler pour une rencontre qui a comme problématique centrale l'Europe littéraire après 1945. Ou l'idée d'Europe développée, c'est-à-dire problématisée par la littérature produite en Europe depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Alors justement, votre point de vue est très intéressant parce que d'un côté, il nous permet de continuer la réflexion autour des questions de l'espace et de spatialité sur lesquelles le groupe Interculturalité, Transculturalité a travaillé dans sa dernière publication collective, et de l'autre parce qu'il rompt, pour ainsi dire, avec l'idée la plus immédiate de l'Europe littéraire comme espace de culture, son patrimoine culturel, artistique, ses mœurs et traditions. Vous nous faites regarder plutôt du côté de l'environnement naturel, de sa géographie, le seul facteur permanent de l'histoire, comme disait Bismarck, que vous citez à la suite de Claude Simon. D'ici découle une première question. Est-ce que l'on peut continuer de regarder d'un côté la nature et de l'autre la culture, d'un côté la ville et de l'autre la campagne? La modernité, la postmodernité, n'ont-elles pas brouillé cette frontière-là? Ou bien seriez-vous plutôt d'accord avec George Steiner quand il défend que l'idée de l'Europe est aussi liée au fait que sa géographie permet qu'elle soit traversée d'un bout à l'autre à pied? Oui, alors merci. Tout d'abord, je suis très, très heureux de participer à ces échanges. Évidemment, les questions de littérature dans un contexte européen m'intéressent depuis très longtemps, puisque malgré ma spécialisation en littérature française, je cherche toujours à faire résonner un champ littéraire qui est plus vaste, qui est européen et nord-américain pour l'essentiel, puisque c'est là que se situent un peu mes compétences. Et je pense en effet que le sujet que j'ai abordé dans ma publication, enfin dans un livre précédent, ce qui a lieu et que je poursuis maintenant dans un livre qui s'intitule Littérature et écologie, rejoint un certain nombre d'interrogations que vous avez. Peut-être d'abord pour situer un peu le cadre, vous parliez tout à l'heure de l'Europe littéraire après 1945. Évidemment, il faut prendre très fort conscience de ce qu'a signifié la fin de la Seconde Guerre mondiale avec les révélations autour du génocide en particulier et de la suspicion qui a pu dès lors porter sur l'humanisme tel que le véhiculait une conscience de la grande littérature européenne façon Joyce, Eliot, Proust, si vous voulez, cette espèce de grande culture qui était celle des élites européennes jusqu'à la guerre. Donc je pense en effet que la date de 1945 est importante et qu'à partir de ce moment-là, on a été obligé de penser les choses un peu différemment. Maintenant, évidemment, il y a unité et dispersion en Europe, parce que pour avoir été un lecteur attentif de Steiner, si évidemment l'Europe est un espace qu'on peut effectivement, même si ça se fait de moins en moins, traverser à pied.
les traditions nationales sont très différentes et les relations ont toujours été existantes, mais dans la manière de percevoir alors la nature et plus récemment de définir l'ironie, pardon, l'écologie, pardon, lapsus, il y a quand même très symbolique de votre part. l'influence d'autres sujets dont je parlais ce matin. Il y a évidemment une grande différence. C'est-à-dire que le substrat n'est pas le même au Portugal, en France, en Allemagne, en Belgique ou en Angleterre. Donc, les conceptions et les rapports qu'on peut envisager avec la nature ne sont pas non plus identiques. Je pense qu'il faut prendre acte d'abord du fait que, évidemment, la nature n'est pas quelque chose qui existe comme ça, comme une pomme qui pousse sur un arbre, et que, évidemment, la nature relève d'une construction. On ne va pas refaire ici le grand débat qui a évidemment en philosophie déjà suscité énormément de publications sur l'opposition nature-culture. Je pense pour ma part évidemment que ce qui est essentiel, ce sont des relations qui peuvent s'établir entre le vivant et l'inanimé, entre l'homme et l'animal. La perspective dans laquelle je m'inscrirais personnellement dans ce contexte-là serait sans doute une perspective d'une sorte d'humanisme de l'interdépendance. Vous savez, Albert Camus disait qu'il pouvait avoir honte à être heureux seul. Je pense que ce dont nous sommes en train de prendre conscience aujourd'hui, et peut-être une génération plus jeune encore plus que nous-mêmes, c'est qu'il peut y avoir peut-être honte à être heureux entre hommes seulement. Alors, l'ambition d'être heureux entre hommes, c'est déjà grand. L'ambition d'être heureux à travers un certain nombre de liens d'interdépendance qui incluent la nature vivante, mais sans doute aussi inanimée dans ce qu'elle compose, enfin, dans ce qu'elle comporte de construction, de paysages, etc. Je pense que c'est un bel idéal. Donc, je m'inscrirais de manière générale dans cette espèce de humanisme de l'interdépendance qui a des points d'accroche avec notre situation intellectuelle contemporaine. En fait, si on prend un peu l'évolution, alors d'abord récente, on pourra remontrer à plus haut si vous le désirez. Moi-même, je fais partie d'une génération de chercheurs qui a été formé d'abord comme philologue. Je suis de formation philologue, c'est-à-dire que mes professeurs les plus âgés étaient des philologues. J'étais formé au latin et à l'ancien français essentiellement. Et puis à côté de ça, j'ai été formé par le structuralisme. Et c'est peut-être ce qui a marqué le plus ma génération, où ce qui était prioritaire à ce moment-là, c'était le texte. Ce en quoi d'ailleurs les philologues et les structuralistes n'étaient pas si différents. Mais du coup, et dans la suite de ce structuralisme, l'accent a très vite porté sur la manière dont la littérature crée la réalité. La question de l'autotélisme de la littérature était centrale. L'idée que la littérature parlait d'abord de littérature était très importante. Et si on veut, les mouvements, alors dans les pays anglo-saxons en particulier, les mouvements postmodernistes ont encore poussé ça plus loin avec une littérature qui, aussi bien dans sa création que dans l'analyse qu'on pouvait en faire, mettait l'accent sur justement des questions d'ironie. Donc à ce moment-là, on était vraiment dans une vision constructiviste de la réalité et de la littérature. Je pense que depuis le changement de siècle, le dernier changement de siècle, les choses ont un peu changé et qu'on ne se satisfait plus de cette vision-là, ou du moins qu'une nouvelle génération peut-être a plus de problèmes avec cette vision-là,
et cherche à renouer avec du concret. Pas de manière naïve en voulant croire que la littérature sait rendre compte du réel. Je pense que ce n'est absolument pas ça, mais à partir du moment où un certain nombre de phénomènes récents, et je pourrais citer le sida, la crise provoquée par le sida, ou alors des événements comme le 9/11, les génocides au Rwanda ou les conflits en Europe, ou du moins aux portes de l'Europe, la violence aussi faite aux femmes, qui devient un sujet problématique, et dont on parle maintenant enfin ouvertement. Problématique, il l'a été depuis toujours, mais dont on parle très ouvertement, fait qu'on reste un peu sur notre faim quand on considère la littérature uniquement comme un jeu de la langue, une technique où la langue réfléchit à elle-même. Et il y a un exemple, il est caricatural, mais je le cite souvent volontiers, et il y a une phrase de Edward Abbey, un de ces auteurs de la nature writing américaine. Je ne m'arrêterai pas à la figure ici, mais et qui dit la chose suivante: si vous discutez avec un constructiviste qui dit que le monde n'existe que par les représentations qui en sont faites, baissez-vous, ramassez un caillou, lancez-le à sa tête, et s'il se baisse, c'est un hypocrite. Bien, je pense que nous sommes aujourd'hui un peu entre ces deux positions. Nature doesn't grow on trees, pour prendre la phrase de Linda Hutcheon d'une part, et prenez ce caillou et lancez-le à la tête du constructiviste. On est héritier évidemment de cette vision d'une littérature ironique autoréférentielle, et en même temps, à partir du moment où la souffrance, le corps s'inscrit dans le texte, on ne peut plus se satisfaire d'une lecture purement constructiviste. Et évidemment, toute la problématique environnementale, qui ne concerne pas alors nécessairement uniquement notre corps immédiat, mais disons la planète comme grand corps où toutes les interdépendances sont essentielles, vient s'inscrire dans cette nouvelle perspective, et amène peut-être que la question de l'engagement, on pourra peut-être en discuter plus tard, qui était passé un peu au second plan, qui avait été discrédité à l'époque des idéologies, suite à l'échec de certaines de ces idéologies, et des majeures en particulier, redevient plus légitime. Et justement, alors, dans une perspective européenne, il me semble qu'aujourd'hui, et au-delà des frontières et au-delà de la manière très différente dont on peut définir l'écologie dans les différents pays européen, l'écologie m'apparaît comme, alors je ne vais pas employer le mot idéologie, mais m'apparaît comme l'utopie la plus largement partagée en Europe, et partant une de celles à travers laquelle il est possible de fédérer plus largement que quand on observe, quand on analyse des problématiques tout aussi importantes, mais qui sont peut-être plus nationales. Et je m'en réjouirais si cette intention devenait plus grande aussi dans les études littéraires, puisqu'il me semble que ça nous permettrait aussi d'échapper à certaines dérives réelles en Europe aujourd'hui, qui sont les différentes dérives nationalistes. Et je pense qu'en introduisant, alors évidemment dans la recherche, mais aussi dans l'enseignement de la littérature, en faisant une place beaucoup plus grande aux enjeux écologiques, nous pourrions dépasser les enjeux nationaux, ou du moins, la formule est commode, mais la mise en place beaucoup plus, ou du moins créer un va-et-vient entre des approches plus localistes, à quelque niveau que ce soit, et des approches plus globales.
Merci Pierre Schountius. Je m'associe bien évidemment aux remerciements de ma collègue pour votre participation à ce colloque. Malheureusement, ma question vient d'être répondue, ce qui veut dire que je passe à ma liste de questions, à la question suivante, puisque ma question était justement dans quelle mesure les approches nationales du fait littéraire peuvent être dépassées par l'éco-poétique. Donc, je suis satisfait de votre dernière réponse et je ne vais pas vous obliger à vous répéter, bien évidemment. J'ai compris, nous avons compris. Donc, je passerai, si vous voulez bien, à un aspect… Oui, oui. Je pourrais peut-être prolonger, évidemment, parce que expliquer comme principe, c'est évidemment très joli et j'imagine aussi assez généreux, mais il y a peut-être une chose que ça implique évidemment aussi, c'est que nous soyons prêts, chacun, et malgré notre discipline, enfin le centre de nos disciplines, dans mon cas la littérature française, que nous soyons prêts aussi à accorder beaucoup plus d'attention à une littérature qui nous est étrangère. Et pour prolonger la question que vous n'avez pas posée, ça demande évidemment aussi de la part alors, de l'université une volonté de dépasser les cloisonnements des différentes disciplines littéraires en particulier. C'est-à-dire que ça implique aussi qu'on puisse faire résonner dans un cours de littérature française et en contraste la littérature italienne, la littérature portugaise, et que ça échappe, et qu'on ne soit pas obligé de faire ce genre d'approche uniquement dans ce qui traditionnellement est le lieu pour le faire, à savoir les cours de littérature comparée. Donc je pense que ça demande aussi une adaptation de nous autres, et sans abandonner évidemment notre domaine de spécialisation première. Voilà, mais je vous laisse à la suite de votre réflexion. Donc, la question non répondue cette fois sera: l'éco-poétique engagerait en Europe un travail sur l'écriture qui serait plus formel que véritablement une insertion dans les études culturelles, et ce, contrairement aux États-Unis. Quelle pourrait être la spécificité européenne dans cette question qui éviterait les études culturelles? Quelle est la troisième voie? Oui. Alors, oui, en effet. Donc, tout d'abord, je voudrais vous dire que personnellement, même si je suis francisant, que je vis une partie de l'année en France et que c'est certainement avec la culture française que j'ai le plus d'accroche aussi personnelle, je ne suis pas de ceux, le moins du monde, qui diabolisent par principe les travaux anglo-saxons ni la critique des cultural studies. Au contraire, dans les différents domaines de recherche que j'ai été amené à aborder, une part essentielle de ma bibliographie a toujours été anglo-saxonne. Ceci dit, très concrètement, pour la question des différences qui pourraient exister entre l'éco-criticisme américaine et l'éco-poétique, telle que j'essaye de l'esquisser avec d'autres, parce qu'il y aurait plutôt des éco-poétiques et pas une éco-poétique. En fait, cette idée vient de la chose suivante. J'ai quand même été frappé que pendant, allez, peut-être une petite trentaine d'années, 20 ans et plus, ces approches qui s'interrogeaient sur l'environnement étaient visibles aux États-Unis, aussi bien dans un certain nombre de textes que dans la critique universitaire, et que cela peinait à apparaître en France, ce que je trouvais regrettable. La première raison, je ne vais pas m'arrêter sur toutes les raisons, c'est qu'en France, les problématiques sociales, à juste titre, ont toujours été très légitimes en littérature, et que les questions environnementales l'étaient beaucoup moins, et qu'il y avait peut-être une tendance en France à dire oui, mais ça, c'est de la thématique. Vous travaillez sur les relations patron-ouvrier, vous ne faites pas de la thématique, mais vous travaillez sur les relations homme-animal ou la question du végétal, vous faites de la thématique. Donc je pense que là, il y avait des différences, et je trouvais très regrettable que les grandes histoires de la littérature
française contemporaine ne faisait pas place à ça. Et donc, ça demandait d'abord de rassembler un corpus, et le corpus, il existait. Il n'existait pas comme tel, mais on pouvait le construire. Il n'avait jamais été rassemblé. C'est ce que j'ai fait dans ce qui a lieu, donc dans ce premier livre d'essais d'éco-poétique. Mais à ce moment-là, il y a vraiment encore quelques années, donc même il y a 5-6 ans, c'était, disons, essentiellement en France encore la littérature verte qui était visible, c'est-à-dire une littérature, voilà, je dois faire des catégories et ça vaut ce que valent les catégories, mais c'est-à-dire qu'une littérature qui cherchait à montrer une nature, en France essentiellement campagnarde, en montrant et en lui donnant une valeur qui pouvait contribuer à sa préservation. Ce qui s'est passé dans les dernières années, quand je dis les dernières années, c'est 5, 6, 7 ans grand maximum, c'est qu'une problématique environnementale qui regarde du côté des atteintes à l'environnement, à savoir la pollution, les questions d'injustice sociale aussi liées aux questions environnementales. Toutes ces questions-là sont problématisées maintenant par des romans que j'appelle les romans marrons. Donc ça a assez fort changé. Et dans cette perspective-là, il me semblait tout à fait nécessaire, compte tenu de l'existence de ces textes, de développer des outils, ou du moins un cadre, pour qu'on puisse aborder ça. Et comme en France, la critique envers les cultural studies est très fréquemment la suivante, à savoir que l'idéologie, la théorie passe avant la lecture de texte, et si on se rend compte que pendant 20 ans, allez, ou plus, on n'a pas traduit les grands auteurs de la littérature éco-critique américaine, c'est qu'il y avait une incompatibilité et qu'il fallait trouver un moyen d'acclimater le champ à la France. Et comme personnellement, je suis très attaché à la lecture de textes, même si je vais faire ça à travers un appareillage méthodologique rigoureux, eh bien, je me disais qu'il fallait trouver autre chose. Et qu'en effet, il y avait une interrogation légitime qui passait par une étude des formes, beaucoup plus que simplement par une étude qui déciderait de la pertinence de tel ou tel texte en se basant sur la problématique abordée. Puisque ça donne des choses un peu malheureuses quand un certain nombre de critiques américains regardent du côté de la littérature française, à partir du moment où il n'y a aucun jugement esthétique qui prévaut au choix des textes, et les cultural studies font, et c'est tout à fait légitime dans ces perspectives-là, ou cherchent à faire largement abstraction d'un jugement esthétique, d'un jugement de valeur. En France, ça n'est pas comme ça. Le jugement de valeur reste premier. Autrement dit, j'estimais qu'il était nécessaire aussi de voir quel texte était légitime ou plus légitime que d'autres, et de juxtaposer une critique d'évaluation, même si cette évaluation est implicite, à une critique de réception qui irait voir quel texte et quel texte étudier, et avec des outils qui sont ceux d'une poétique qui est le cadre de travail que je privilégie systématiquement. Mais une fois encore, évidemment, je pense qu'il y a des différences fondamentales entre une éco-critique à l'américaine et écrite en anglais. Il ne faut pas oublier, ce n'est pas uniquement américain, mais c'est écrit en anglais, et une éco-poétique, disons, continentale, parce que je ne pense pas que ce soit uniquement français, qui étudie prioritairement un certain nombre de formes, et qui juge aussi, fuse de manière implicite, le travail sur la forme. Et à partir du moment où on a, et je ne suis absolument pas le seul à faire ça, il y a plusieurs chercheurs qui travaillent dans cette direction, à partir du moment où on réussit à faire ça, on rend un sujet beaucoup plus légitime, et on favorise d'ailleurs le dialogue entre éco-poétique, éco-critique
animal studies et des choses semblables. Donc voilà, je pense qu'il était nécessaire de marquer une spécificité, mais marquer une spécificité pour discuter avec d'autres tendances, disons, pour l'appeler comme ça. Oui, justement, nous sommes dans une université portugaise, nous travaillons dans un centre de recherche littérature comparée, donc nous travaillons avec plusieurs littératures européennes. Et justement, quand vous parlez surtout de la littérature française, nous, on veut bien, mais on veut dépasser ce cloisonnement de littérature française et d'essayer de penser à des questions qui soient transversales en ce moment-là au contexte, en système possible, en système littéraire possible européen. Et il y a une chose dont vous avez parlé, à laquelle je suis particulièrement sensible, c'est la question esthétique. Non, pas parce que je puisse partager tout à fait les positions de la critique française, mais parce que je me pose la question, et c'est vraiment la question que j'aimerais aussi vous poser, qu'est-ce que ces romans, ces textes littéraires qui abordent la question de l'environnement, qu'est-ce qu'ils ont de différent par rapport, par exemple, en reportage, en documentaire sur des questions écologiques? Parce que ce que je me demande, c'est pourquoi, qu'est-ce que, à travers un texte littéraire, qu'est-ce qu'on peut passer de différent par rapport, par exemple, en texte venant d'un collègue du côté de la biologie, de la sociologie, je ne sais pas, de la géologie, quoi que ce soit. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je vois à peu près ce que vous voulez. Il faudrait évidemment distinguer entre, vous parliez d'une part de travaux journalistiques ou de documentaires et puis de publications scientifiques par des collègues en biologie. Je pense que ce sont deux choses différentes, mais en effet, je vois très bien dans quel sens vous voulez aller. La réponse serait la suivante. La littérature a une spécificité, c'est qu'elle peut se servir de la fiction, c'est-à-dire qu'elle peut faire des expériences sur le mode du comme si. On fait comme si. Or, aujourd'hui, nous vivons à une époque où l'information factuelle, technique, spécifique, est en fait, pour un public évidemment favorisé, et nous sommes un public favorisé, je ne dis absolument pas pour tout le monde, mais ce savoir est assez facilement accessible avec des sources en ligne, que ce soit Wikipédia ou autre chose. Si vous voulez vous renseigner sur le réchauffement climatique, vous lisez l'article de Wikipédia sur le réchauffement climatique, puis vous trouvez d'autres sources, qu'elles soient d'ordre plutôt documentaire grand public ou scientifique, vous trouvez ça sur Internet. Donc l'information ponctuelle, elle est disponible si vous vous y intéressez. Mais nous vivons à une époque où il y a une multiplication d'informations ponctuelles qui très souvent tentent à devenir des espèces d'atomes d'informations, et ce que nous avons beaucoup moins, puisque la culture de l'essai est en train de disparaître. Quand je pense aux grands essais qui pouvaient être les grands essais des années 70 par exemple, c'est en train de disparaître beaucoup plus largement. C'est-à-dire qu'on a de l'information dite factuelle, qui ne l'est pas toujours, et il faut être assez prudent, mais en tout cas, elle est disponible. Or, qu'est-ce que le roman permet de faire, évidemment? C'est, tout en incorporant un savoir contemporain, faire un récit autour de ces questions-là, faire que cette information soit incarnée dans des personnages, mais que cette information soit aussi incarnée dans des lieux. Autrement dit,
la fiction retrouve, à mon avis, une fonction qu'elle pouvait avoir au XIXe siècle, quand il n'y avait pas de sciences humaines séparées, et où Victor Hugo nous faisait des longues pages sur les ordres monastiques. Eh bien, aujourd'hui, la fiction peut aussi peut aussi tenter d'établir des liens que la fidélité à la réalité, disons, scientifique ou documentaire ne permet pas de faire. Donc, et je précise, la fiction, je vais au-delà de la littérature parce qu'évidemment, si ce qui m'intéresse moi en particulier, c'est la littérature, je pense que toute fiction peut faire cela et qu'il faut se garder d'être trop méprisant par rapport à des fictions telles qu'elles s'expriment dans des jeux vidéo ou dans des séries à grand succès. Il me semble qu'on pourrait très bien se passer de littérature si d'autres formes prennent le dessus, mais je suis absolument persuadé qu'on ne peut pas se passer de fiction, autrement dit d'histoire qui donne un sens au monde, et en donnant un sens au monde, qui donne aussi une valeur spécifique à certaines de ses constituants, à savoir dans ce cas-ci le vivant, la nature, l'environnement, etc. Et donc je pense que là, il y a un rôle qui est dévolu à la fiction, donner une valeur au lieu, aux êtres non humains et pointer des relations. Avec peut-être ceci qui est pour moi très important, j'ai l'impression que nous vivons aujourd'hui très fort dans le présent et la crise évidemment sanitaire nous ramène à des enjeux très immédiats et très présents. Et ça, c'est un premier constat. Et d'autre part, on a assisté à partir des années 80, sans doute de nouveau, à un retour massif de l'histoire. Quand on regarde ce qui marche bien en librairie, les essais historiques se vendent toujours bien. Et je pense que ce qui nous manque peut-être, et ça a partie lié avec la fin des idéologies, c'est des textes qui imaginent le futur. Et je pense que la question environnementale est un lieu qui permet peut-être mieux que d'autres, qui nous permet mieux que d'autres de penser le futur, et des futurs alternatifs sur le mode du comme si, du peut-être. Et donc je vois là quand même un rôle important à jouer par la fiction, et dans le cas qui nous intéresse, par la fiction littéraire. D'autant plus que ça peut faire appel aujourd'hui à un imaginaire qui n'est plus exclusivement national. L'époque où les Français lisaient que les ouvrages en français, ou majoritairement, parce qu'on a toujours lu de l'anglais en France aussi, il ne faut pas tomber dans la caricature, mais aujourd'hui, un lecteur est à la fois un lecteur de littérature sud-américaine, anglo-saxonne, française, et la circulation des textes est beaucoup plus large. Nous autres, à l'université, parce que nous sommes héritiers d'une certaine tradition, nous cloisonnons encore très fort, hors littérature comparée. Mais la littérature comparée est souvent faite dans les différents pays par des gens qui sont d'abord formés à leur propre littérature. Donc, ce qu'il y a, c'est que là, la question environnementale qui dépasse de loin les frontières, nous invite à regarder aussi du côté d'autres littératures et en interrogeant un imaginaire qui n'est plus exclusivement national. C'est-à-dire que, et là je pense que l'idée européenne est très très importante, je pense qu'il faut se garder, même avec de très bonnes intentions, de patrimonialiser la nature à l'intérieur de frontières du Portugal, de la Belgique, de la France, et dire nous allons défendre nos rivières, nos montagnes, nos fleuves, nos animaux, etc. Je pense justement qu'il faut être capable de dépasser cela et d'envisager cette problématique
comme je l'écrivais dans mon premier livre, à partir d'une perspective cosmopolite, qui ne veut évidemment pas dire qu'on parle à partir de nulle part. Nous parlons tous à partir de quelque part avec un héritage. Mais je préférais qu'on parle à partir d'un héritage partagé plutôt qu'à partir d'un enracinement trop stable, voilà, qui nous prive de la connaissance des autres. Je ne sais pas si on a encore le temps pour une question de plus. Moi, sinon, j'ai une petite question pour rebondir justement sur l'agir de l'éco-poétique, c'est-à-dire en fait les rapports et vice-versa entre éco-poétique et éco-politique, si vous voulez. C'est-à-dire qu'à un certain moment, vous évoquez le pouvoir du littéraire, de la fiction, et j'en conviens, la fiction qui soit transmédiatisée aussi dans le cinéma, dans les séries, etc. Qu'en est-il exactement dans le contexte littéraire européen? Quel est le pouvoir? Quelle fiction relaie ou engendre des soucis écologiques en Europe et avec quel pouvoir sur le politique? Oui. Quel impact? Comment le politique est-il impacté, comme on dit? Oui. Alors, le politique, évidemment, c'est un sujet éminemment politique, même si on ne cherche pas à faire de la politique ouverte. C'est évidemment un sujet politique et la réponse, en tout cas, à la crise environnementale devra être politique. D'abord, je n'en doute pas. Ce que la littérature peut faire, c'est nous amener à accorder de la valeur à des lieux, à des êtres vivants, mais aussi à de l'inanimé auquel nous n'étions pas disposés a priori à accorder de la valeur. Et elle le fait différemment que, par exemple, un documentaire ou un texte scientifique, parce que, évidemment, le filtre qu'implique le jugement littéraire, la définition de la littérarité, nous devons participer à cette discussion aujourd'hui. On ne sait pas quels seront les grands textes qu'on retiendra de notre époque, mais nous devons participer à une sorte de sélection. Et je pense que si nous trouvons aujourd'hui des textes qui pourront résonner dans la durée, parce qu'ils auront à un certain moment changé notre vision sur l'esthétique, eh bien, que ces textes pourront marquer durablement l'imaginaire. Et c'est l'exemple que je donne à la fin de ce qui a lieu, c'est que si aujourd'hui on protège la montagne Saint-Victoire, c'est évidemment parce que Cézanne l'a pris pour sujet, et cet endroit auquel on accordait fort peu de prix avant est devenu un endroit valorisé parce qu'il a été porté par un artiste qui participe à un tournant majeur de l'esthétique. Et donc, je crois que voilà, c'est dans la durée qu'il faut voir cela. Et je pense qu'un texte majeur, et je ne veux évidemment pas restreindre l'étude à des textes majeurs, il est très, très difficile de dire aujourd'hui quels seront les grands textes de demain. Il est même impossible de le faire. Mais au moins, nous pouvons participer à faire une première sélection, et ces textes-là pourront, par leur présence dans la durée et à travers les discours qu'ils permettront dans le futur aussi, continuer à porter un imaginaire sur la nature. Mais non, je ne suis pas naïf non plus, j'ai travaillé beaucoup sur la littérature de la Grande Guerre, je le répète volontiers. Si la littérature pacifiste d'après 18 a été incapable que survienne la Seconde Guerre mondiale et les horreurs du fascisme et du nazisme en particulier, je serai le dernier à dire que la littérature environnementale va sauver la Terre. Je pense qu'il n'en est rien, mais je pense que c'est une littérature qui peut nous aider, nous, individuellement, à penser notre rapport à des choses et des êtres qui ne sont pas humains. Et si je prends c'est un exemple très, très banal,
mais il est très personnel. Il se trouve que quand j'étais enfant, j'étais un passionné, enfin, et même adolescent, assez longtemps, j'étais un passionné du cirque et en particulier des spectacles des fauves et des montages de fauves, etc. Il ne m'apparaissait absolument pas, mais pas un seul instant, ce que ça pouvait avoir de fondamentalement choquant ne m'apparaissait pas, disons, dans les années 70 et même début 80. Aujourd'hui, et je pense aussi parce que notre imaginaire a été travaillé par des approches tout à fait différentes de l'animal, aujourd'hui, je ne peux absolument plus voir les choses de la même manière. Et je crois que c'est dans la formation de nos propres hiérarchies de valeurs et de la manière dont, par conséquent, nous nous comportons envers le monde que la littérature peut faire quelque chose. Est-ce que je pourrais terminer peut-être avec une question un peu plutôt personnelle du côté du chercheur? C'est-à-dire, comment est-ce que vous, en tant que le grand spécialiste qu'on connaît des études sur l'ironie, la poétique de l'ironie, comment est-ce que vous avez avancé vers une poétique de la conviction? Une certaine conviction. Enfin, vous venez de le dire, une conviction réaliste, non pas naïve, mais plutôt une conviction. Comment est-ce qu'on évolue d'ironiste à quelqu'un avec une conviction? La réponse simple, c'est simplement parce qu'on vieillit et que quand on est jeune, on est mais on va dépasser la boutade. En fait, j'ai évidemment travaillé en plein sur cette littérature autoréférentielle, etc. Et ça continue à me passionner. Et ma première réponse sera, il n'y a absolument pas dans mon esprit d'impossibilité de joindre les deux. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout une évolution. Je garde toute mon estime à des écrivains comme Echenoz, par exemple. Donc, il ne s'agit pas du tout, pour moi, de dépasser un stade. Il se trouvait simplement que quand vous travaillez pendant très longtemps sur des questions d'autotélisme de la langue, vous vous dites qu'à partir du moment où la lecture est assez subtile, vous pouvez quand même dire beaucoup. Il y avait une forme d'insatisfaction par rapport à ça, puisqu'on arrive très vite dans une lecture un peu abstraite. Et c'est en fait pour ça, parce qu'il y a eu un passage entre les deux, je ne suis pas passé directement de l'ironie à l'écologie. C'est pour cette raison-là que je me suis mis, voilà, de 2003-2004, quelque part par là, à travailler beaucoup sur la littérature de guerre, qui justement, de la Première Guerre mondiale en premier, qui justement m'a forcé, m'a ramené vers du concret et vers l'expérience de la souffrance. Quand je disais au début la violence faite aux femmes, le sida, le génocide au Rwanda, on n'est pas uniquement satisfait quand on lit un texte uniquement à travers une grille formaliste. Donc ça m'avait ramené vers ces questions concrètes du monde concret et vers la nature. Et comme il se trouve en plus que par ailleurs, et ça depuis très très longtemps, voilà, je suis marcheur, j'aime beaucoup la montagne, j'ai fait de la voile et voilà, j'ai une pratique très ancienne qui remonte à l'enfance de la randonnée, de la marche, de la montagne, de la mer. J'avais un intérêt pour ça et il se trouve que j'ai renoué à cette occasion-là avec quelque chose qui m'avait été rendu sensible quand j'étais justement très jeune. À la fin des années 70, il y a eu en France un certain nombre de figures qui ont été très importantes pour moi et que j'ai, pour certains d'entre eux du moins, rencontrés lors de conférences et de rencontres, et en particulier deux, et c'était autour de la question de la mer. Il y a eu Alain Bombard, que tout le monde connaît pour sa traversée en bombard justement, donc, et pas en zodiaque, en bombard justement, qui a que j'ai pu entendre dans le Midi quand j'étais vraiment jeune adolescent, et qui défendait déjà très fort
à cette époque-là, c'était d'abord la sauvegarde de la mer. Et c'est lui, par exemple, qui m'a fait découvrir, parce qu'il avait édité une version pour enfants, adolescents, de Rachel Carson, The Sea Around Us, donc La mer qui nous entoure, de Rachel Carson. Eh bien, voilà, j'ai découvert ça. Et dans le même moment, il y a eu la découverte de Cousteau, qui s'inscrivait déjà dans des prémices environnementales. Vous regardez aujourd'hui Le Monde du silence, vous allez vous dire que ça n'est pas un environnementaliste comme on le définit aujourd'hui. Mais enfin, à cette époque-là, c'était très important. Donc, il y avait des choses qui étaient déjà très anciennes et qui tenaient à mes rencontres, enfin, lors d'une conférence comme ça, et de lecture de jeunes adolescents qui m'avaient sensibilisé aux questions de la nature. Et puis, il se trouve que, comme en Belgique, c'est le pays où il y a le plus de scoutisme en Europe, et que le scoutisme en Belgique n'a rien à voir ni avec une droite conservatrice, ni avec un catholicisme invétéré, mais qu'il y a un scoutisme tout à fait laïque. Je me suis aussi toujours souvenu d'un des points, et souvent le seul, que les scouts retiennent de la loi scout. Un scout aime et protège la nature. Mais là, on est de nouveau dans la boutade. Merci beaucoup. Nous vous remercions de ce partage très franc, très ouvert, et je crois qu'il va enrichir beaucoup notre réflexion.